cigale ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, lui dit-elle. Avant loup, foi d'animal intérêt principal. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. »« Vous chantiez? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » Vous avez reconnu la cigale et la fourmi, et peut-être vous êtes-vous demandé si ce n'était pas la version d'une autre spécialiste du XVIIe siècle. Le québécois ressemble en effet beaucoup au français de Louis XIV, et pour cause. Tandis qu'à Paris, le bel usage, la langue de la cour, était décapité par la Révolution au profit du seul grand usage, la langue du Parlement, de la chaire et des tribunaux. En Nouvelle-France, il put continuer à s'épanouir à côté des régionalismes normands. Ce qui nous permet de le retrouver aujourd'hui sous les sédiments déposés par 4 siècles d'évolution et derrière les inévitables divergences causées par les clivages sociaux et régionaux. Tout comme il y avait plusieurs Français dans la France du XVIIe siècle, il y a en effet plusieurs Québécois dans le Québec d'aujourd'hui. J'ai choisi de vous présenter la langue populaire, qui est plus colorée que la langue de prestige. Elle est aussi plus difficile à apprivoiser, c'est pourquoi il faudra vous accrocher. Comme corpus, je vous propose un extrait du fabuleux cours d'harmonica vaudeville de Benjamin. Les 2 premières minutes de la fable que ce délicieux Québécois a inventée pour tenter d'expliquer les différentes positions sur son instrument. Et comme je l'ai fait pour l'ancien français, je vous présenterai les principales caractéristiques de ce Québécois populaire telles que j'ai pu les relever en analysant la phonétique de cet extrait. Si vous ramez avec mes outils terminologiques et graphiques, je vous renvoie aux vidéos précédentes du français et du kit de base. Il y a juste une notion que je tiens à vous rappeler ici, car elle est de première importance en ce qui nous concerne. Une syllabe est dite ouverte quand elle se termine par une voyelle, bi, bé, bo, bu, ba, et fermée quand elle se termine par une consonne, bis, bes, bos, bus, basse. La grande affaire en québécois, c'est les voyelles, qui peuvent avoir un seul timbre, les monophtongues, ou en enchaîner 2, les diphtongues. Du côté des monophtongues orales, celle qui nous rappelle le plus le français du grand siècle est le A des syllabes ouvertes en fin de mot, lequel est postérieur et allongé en A, voire arrondi et fermé en O. Qui a reçu un contrat, puis après ça, cette forêt-là, avec ça, t'en as 5, t'as Do, donc ça compte pas. En syllabe fermée ou en milieu de mot, le A est antérieur, A, légèrement fermé en A. Ici, un lac, la gamme de Do. Voici quelques exemples où les 2 A sont à proximité dans la même phrase. Mais je trouve ça affreusement plate. Au Canada, pour revenir à l'harmonica, ça, c'est ta gamme de Do. Notez ensuite la façon dont, en syllabe fermée, sauf par un R, et aussi plutôt en fin de mot, les I, U et OU du français standard sont fermés et centralisés en E et OU. Ça, c'est plutôt l'influence de l'anglais, qui a profité des 2 siècles de supériorité économique américaine entre 1760 et 1960 pour coloniser le français. Après ces 4 exemples de « et », les plus utiles en Espagne, en Argentine, au Japon, au Brésil, ça marche dans d'autres styles. Voici 3 exemples de « e » d'une manière d'une fable. En construisait une. Et 2 exemples de « o ». Écoute, les routes, ils vont être où? Où on entend bien la différence entre route et ou. Peut-être aussi sous l'influence de l'anglais qui fait une grande différence entre syllabes accentuées et syllabes inaccentuées, ces mêmes voyelles ont tendance à disparaître, ou du moins à se désonoriser, en syllabes inaccentuées. Voici 3 exemples de « i » désonorisées.
pourrais te l'expliquer de manière théorique. Les plantes étaient différentes. Première position. Et 3 exemples de E désonorisés. Donc, tu pouvais pas te perdre. Du 4e au 7e trou, ça va marcher super bien. Du côté des monophtongues, les voyelles nasales n'existent qu'en syllabes ouvertes et elles sont bien plus déroutantes. Le « an » se calque sur le « a » antérieur, comme au grand siècle. Juste un plan des animaux différents, évidemment, grossièrement. Et souvent, ce « un » se ferme en « un », voire en « un ». Tant et si bien qu'au Québec, les Français prennent le vin pour du pinard. Cette fermeture des nasales antérieures est d'ailleurs une tendance générale. Le « un » de rien est prononcé lui aussi plus fermé. Rien. Benjamin, je n'y comprends rien. Improvisé. Ça va marcher super bien. Les Québécois ont cependant gardé le « un » de « un » devenu si rare en français. Juste un plan, ici un lac. Ce qui leur permet de dire un rien ou un chien sur 2 timbres différents. Un rien, un chien. Reste le on postérieur, qui lui est un peu plus ouvert que le on français, on, et aussi un peu moins nasalisé, du fait d'un vélum plus paresseux ou plus lent. Sur les positions qui tiennent compte de la végétation au Japon. Si l'on veut faire un bilan des monophtongues nasales, c'est-à-dire des voyelles nasales en syllabes ouvertes, on peut s'exercer avec la phrase « un bon vin blanc ». Un bon vin blanc. Comme l'ancien français, le québécois accentue les contrastes entre syllabes brèves et syllabes longues, avec cette conséquence qu'il profite de cette longueur pour transformer les voyelles en diphtongues fermantes. Dans la vidéo sur les phonèmes du français, je vous avais expliqué que les voyelles s'allongeaient dans 3 circonstances. Quand leur syllabe était fermée par un R, un V, un Z ou un J, quand elles portaient un accent circonflexe, cette âme qui pourrait être la nôtre, et quand elles étaient nasales. Voyons ce qui se passe en québécois dans les 2 premiers cas. Je n'ai pas de A accent circonflexe dans mon corpus. En revanche, j'ai un I accent circonflexe, de plus dans un digramme AI qui rappelle bien la diphtongue d'origine. Eh bien, c'est exactement celle qu'on entend en québécois. La voyelle source, c'est-à-dire le timbre initial de la diphtongue, n'ayant pas nécessairement la même ouverture ou la même antériorité que la monophtongue française correspondante. Puis tu commençais à la connaître, puis à la découvrir, puis connaître les pistes. Je n'ai pas de O accent circonflexe dans mon corpus, mais je dispose d'un digramme qui se prononce de la même façon. O long en français et diphtongue en québécois. Tu arrivé dans un autre pays, la forêt d'un bout à l'autre. Les cas de voyelles suivies d'une consonne allongeante sont nombreux dans notre corpus. Je les classe ici horizontalement par consonne allongeante et verticalement par aperture. Cette diapo montre que même les voyelles les plus fermées peuvent être diphtonguées. Il leur suffit de partir du niveau préfermé. C'est sûr, c'est pas sûr, bonjour. La diapo suivante montre que les voyelles mi-ouvertes partent aussi volontiers d'un étage inférieur. Et si elles en ont le temps, car la trajectoire de ces diphtongues dépend bien évidemment de la longueur de la syllabe, elles peuvent grimper plusieurs étages. Voici des exemples illustrant ces 4 diphtongues ouvertes et mi-ouvertes. D'une manière d'une fable. Faire les plans majeurs. La faune et la flore, à part du premier trou. Il suffit qu'une voyelle nasale soit prise dans une syllabe fermée pour qu'elle s'allonge, ce qui, en québécois, la destine à devenir une diphtongue. Le québécois ayant 4 voyelles nasales, il a, en syllabe fermée, 4 diphtongues nasales. Voici quelques exemples concernant les 3 premières. Tous les pays du monde, les plantes étaient différentes. Appréciez ici la différence entre le « en » monophtongué de Les plantes qui est en syllabe ouverte, puisque le « t » appartient à la syllabe suivante, et le « en » diphtongué de différentes. qui est en syllabe fermée.
Non. T'en as 5. Pour les mêmes raisons, les on et en des syllabes ouvertes Non. et sont bien des monophtongues, alors que le 1, 2, 5. syllabe fermée est bien une diphtongue. Dernière précision concernant les diphtongues nasales, il suffit qu'en syllabe fermée, certaines voyelles orales soient suivies d'une consonne nasale pour qu'elles soient prononcées comme des diphtongues prénasalisées. On a 3 beaux exemples ici de ce phénomène. C'était les mêmes pistes. Ici, il y a une montagne. La faune et la flore. Remarquez qu'ici, faune n'est pas prononcé comme le mot anglais phone, téléphone, mais bien avec une diphtongue nasalisée, phone. Il me reste à faire 2 remarques sur les consonnes. La première concerne l'affrication de T et de D devant I et U, ce qui signifie que la pointe de la langue ne se détache que progressivement des alvéoles, d'où un bruit de friction entre le bruit de l'explosion et le timbre pur de la voyelle. D'une forêt synthétique. Notez que le T devant E n'est pas affriqué. Tu commençais à la connaître. Avec ça, tu vas me dire, tous les pays du monde. Remarquez par ailleurs que, à niveau de langue équivalent, non seulement le E caduc tombe beaucoup plus souvent au Québec qu'en France, mais des consonnes sont aussi escamotées. Il a envoyé ça à plein de pays. Ce gamme-là, juste un plan, quand tu voyageais dans le monde, un architecte. Parallèlement, les Québécois aiment bien rajouter des consonnes sans lien avec l'orthographe ou l'étymologie comme dans les liaisons traditionnelles. Cela arrive en français, mais beaucoup moins fréquemment qu'en québécois. Tous les pays du monde. Voici l'ensemble du corpus, la couleur attirant votre attention sur les phénomènes qui viennent de vous être présentés. Alors, bonjour les amis. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui revient souvent. Benjamin, mais qu'est-ce que les positions? Je n'y comprends rien. Écoute, je pourrais te l'expliquer de manière théorique, mais je trouve ça affreusement plate. Donc, je vais te l'expliquer d'une manière d'une fable. Puis, je vais juste me baser sur les positions pentatoniques, ce qui veut dire les gammes à 5 notes ou les gammes les plus utiles pour improviser, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Donc, il était une fois un architecte qui a reçu un contrat de faire les plans d'une forêt synthétique. Donc, il fallait pas qu'il tienne compte de la végétation, des animaux, de la faune. Juste un plan, ici il y a un lac, ici il y a une montagne, les routes, ils vont être où? Puis après ça, une fois que le plan était fait, il a envoyé ça à plein de pays. Fait qu'il en a envoyé un en France, en Belgique, en Australie, au Japon, au Canada, au Brésil, en Espagne, en Argentine. Bref, tous les pays du monde avaient le plan de cette forêt synthétique-là. Et chacun en construisait une dans son pays. Ce qui fait qu'il y avait des animaux différents, évidemment. T'as pas les mêmes animaux au Japon qu'au Brésil. Mais la faune et la flore aussi, toutes les végétations, les arbres, les plantes étaient différentes. Sauf que si toi, qui restais, peu importe dans quel pays, t'allais visiter cette forêt-là, puis tu commençais à la connaître, puis à la découvrir, puis connaître les pistes, quand tu voyageais dans le monde, puis t'arrivais dans un autre pays, c'était les mêmes pistes. Donc, tu pouvais pas te perdre, parce que c'était comme chez toi, c'est juste que la végétation changeait. Pour revenir à l'harmonica majeur, parce qu'il y a différents tunings ou accordages, mais on va se baser sur l'harmonica majeur. Un harmonica en do. La première piste à explorer, je trouve, c'est un harmonica en do, c'est la piste de do ou la gamme de do. Ça, pour moi, c'est la piste, quand t'arrives, il y a une grosse porte avec un arc et il y a une piste qui va tout droit, qui va te faire traverser la forêt d'un bout à l'autre. Ça, c'est ta gamme de do. À part du premier trou, puis elle finit sur le 10e trou. Tu pourrais la jouer au complet, mais moi, je t'ai montré du 4e au 7e trou, ta première position ou la fameuse gamme de do pentatonique ou les notes que tu vas utiliser pour improviser en do majeur, c'est pouce 4, tire 4, pouce 5, pouce 6, tire 6 et pouce 7. Avec ça, tu vas me dire que tu as 6 notes. Non, tu en as 5, tu as do, ré, mi, sol, la. Et le 7 poussé, c'est le retour de do, donc ça compte pas. De là qu'on dit pentatonique, penta pour 5 notes. Après, si je te fais une petite impro, tu vas trouver que un majeur veut dire joyeux souvent. Donc, je vais utiliser ce gamme-là pour improviser dans des pièces joyeuses ou en do majeur. Souvent country, folk, pop à saveur
country ou folk, ça va marcher super bien. Ça marche dans d'autres styles, mais je te donne les grosses lignes grossièrement. Je te fais une petite impro du 4 au 7. Voilà, c'est terminé. Si vous m'avez suivi, je vous garantis qu'au Québec, vous pourrez échapper aux tarifs prévus pour les touristes. Si vous avez trouvé ça trop plate, tâchez au moins de vous mettre à l'harmonica. Quoi qu'il en soit, la musique des langues vous donne rendez-vous dans 8 jours avec le français de l'Oulipo, qui sera, rassurez-vous, beaucoup moins compliqué.